France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied est aujourd'hui l'invité de l'entretien de Bienvenue au club. Après avoir dirigé le ballet de l'Opéra de Paris, il a repris à plein temps ses projets et la direction de sa compagnie, LA Dance Project, avec laquelle il vient de créer Roméo et Juliette. Présenté cet été aux Nuits de Fourvière à Lyon, le spectacle est à voir en ce moment à la Scène Musicale à Paris jusqu'au 25 septembre. Le 12h50, le book club des sorcières aux vieilles filles, deux figures du féminisme d'aujourd'hui. On en parle avec Géraldine Saratia, qui adapte le best-seller de Mona Chollet au théâtre, et Marie Coq qui signe Vieille fille, un essai sur cette figure qu'elle nous fait redécouvrir. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez. Bienvenue au club. Benjamin Millepied, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Roméo et Juliette, en danse, en musique, en vidéo, en intérieur et en extérieur, sur scène et filmé dans les coulisses. Un dispositif en plusieurs dimensions et 3 versions possibles de l'histoire aussi, ou en tout cas de la représentation. Les rôles-titres, celui de Roméo et celui de Juliette, sont tenus tour à tour par un homme et une femme, ou par 2 femmes, ou par 2 hommes, selon les soirs, selon les humeurs. Simplement selon les soirs. Oui, l'idée c'était vraiment d'avoir ces 3 castings différents, et après on fait un choix tout simplement de faire en sorte que les danseurs ne se fatiguent pas, ne dansent pas tous les soirs en fait, puissent se partager la série. Alors est-ce que c'est une transgression ou une réinterprétation ? C'est vraiment une réinterprétation d'un mythe qui finalement raconte une histoire assez simple, et je pensais que c'était important finalement, quand s'est posé la question du casting, c'était pourquoi faire un homme et une femme en premier, finalement. Aujourd'hui, surtout, je viens quand même du monde du ballet, où on a une relation assez archaïque, cette espèce de représentation de la femme. C'est pas nouveau de se poser cette question, où elle est mise sur comme ça un piédestal par l'homme, elle danse sur pointe, elle a cette fragilité, etc., etc. Donc ça fait déjà un moment qu'on considère non, on va représenter les hommes et les femmes différemment en scène, et puis après bien sûr représenter les hommes qui dansent ensemble et représenter les femmes qui dansent ensemble. Et aujourd'hui, c'est une pièce qui est vraiment contemporaine, qui se passe dans le théâtre, qui vit dans le lieu du spectacle. C'est presque, j'aime bien dire aux danseurs qu'ils sont pas là pour danser pour le public, mais c'est vraiment une action qui se passe. Ils sont dans une certaine intimité, dans une narration qui se déroule dans le théâtre, et le public est simplement témoin. Est-ce qu'on a le droit de toucher pour vous, Benjamin Millepied, à de tels monuments de la danse? Autrement dit, à qui appartiennent les œuvres aujourd'hui, des œuvres aussi célèbres, aussi connues du répertoire comme Roméo et Juliette? C'est un débat qui est peut-être très européen, un peu moins américain, où vous passez une partie de votre vie aujourd'hui. Cette histoire, d'abord, il ne s'agit pas bien sûr, c'est avant tout Shakespeare. Là, pour le coup, c'est une interprétation déjà de Shakespeare par la danse. Il y en a eu plein. Il y en a qui restent proches de la narration, des personnages, etc. Il y en a déjà beaucoup qui se sont éloignés. Ce sont des thèmes de la société aujourd'hui, cette espèce de violence humaine qu'on retrouve entre des clans, entre des communautés. Donc c'est pour moi tout à fait possible et acceptable, surtout justement de réinterpréter quelque chose. Et je pense que c'est important de s'en éloigner. On n'est pas là pour refaire la même chose. C'est important d'apporter un nouveau regard avec sa compréhension de la société d'aujourd'hui et des gens qui nous entourent. Voilà, c'est votre lecture aussi de la société que vous mettez dans ce ballet, dans ce spectacle aussi, ce Roméo et Juliette que vous avez pour le coup imaginé. Vous parliez des clans, des familles. Il y a visiblement dans ce spectacle aussi une
une source d'inspiration très très forte pour vous, c'est la comédie musicale. Alors, il y a du West Side Story vraiment dans votre Roméo et Juliette à vous. Cette culture-là, vous l'avez attrapée où? C'était à la maison ou ça a été plus tard dans vos années de danseur aux États-Unis? C'était un peu inévitable, hein. Sur Broadway. Je suis arrivé à l'âge de 16-15 ans et puis 16 ans à New York. La première année où j'étais à la School of American Ballet, Jerome Robbins a créé un ballet pour l'école. Donc j'ai travaillé avec Jerome Robbins 4 mois après mon arrivée. Et 6 mois après, il m'a proposé avec le directeur Peter Martins du New York City Ballet de rejoindre la compagnie. Et c'était d'ailleurs particulièrement tôt dans l'année, la deuxième année, car Jerome Robbins remontait une version de West Side Story pour le New York City Ballet, qui dure à peu près 50 minutes, qu'on a d'ailleurs joué à Paris. Je pense que j'ai joué Tony à Paris avec le New York City Ballet. Donc j'ai dansé West Side Story beaucoup. Je pense que l'aspect, oui, bien évidemment, il est en moi. Effectivement, en plus c'est une pièce, ils sont en chaussures. Ils dansent pas pieds nus, ils dansent pas en chaussons. Donc il y a tout de suite un aspect urbain, un aspect naturel comme ça de ces personnages qui sont de vraies personnes et pas des danseurs. Et comme Jerry a pu approcher son West Side Story pour la scène quand il l'a créé. Et certaines parties du ballet, certains atours aussi des danseurs, et notamment dans les costumes, nous renvoient parfois, je trouve, encore ailleurs, et notamment à Séville. On sent une marque, presque une empreinte espagnole. J'ai appris que vous aviez travaillé sur un projet qui devrait devenir un long métrage, qui sortirait prochainement, de Carmen. Il y a aussi cette part espagnole en vous, qu'on retrouve maintenant. Ah, peut-être, c'est marrant, je n'avais pas pensé, mais effectivement, je pense que dans la réflexion autour de Carmen, c'est qui a été avant tout, je me suis rapproché des Romas, de la communauté Roma, et la communauté Roma au Mexique, qui a émigré au début du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est Parce la que ça se communauté passe Roma? des gypsies, simplement, à Romanie. Et bien évidemment de toute l'influence de la danse, de la danse indienne, au flamenco, etc. Donc c'est des choses auxquelles je me suis intéressé. Et peut-être qu'effectivement, ça fait partie aujourd'hui d'une influence que je ne discerne même pas moi-même. Mais c'est possible. C'est possible qu'il y ait un peu de flamenco dans ce Roméo et Juliette. Oui, aussi. Vous nous avez pas dit, vous êtes plutôt Roméo, vous, ou Juliette, naturellement? Je suis les deux. Je pense qu'on a les deux, on a les deux en nous. Je pense que c'est une évidence, que ce soit des qualités. Ouais, mais c'est vrai. C'est pour ça finalement que ces rôles s'échangent bien. Après, moi, ce que j'aime dans notre version, c'est que je laisse vraiment les danseurs exprimer cet amour de manière naturelle. Je les guide pas. Je leur demande pas de jouer un Roméo et Juliette de très jeune, ou je les laisse vraiment réfléchir et exprimer de manière. Hier soir, par exemple, on a eu le cast d'un homme, une femme. On a eu Sierra, Sublime danseuse, et Peter qui ont dansé ensemble. Et pour le coup, ils ont amené une espèce de jeunesse, une innocence et une naïveté qui était très belle et très pure, et très différente des deux hommes qui, pour le coup, sont davantage eux-mêmes aujourd'hui. Donc plus des hommes plus mûrs dans leur façon de représenter l'attirance et leur manière simplement de se conduire et de s'exprimer en scène. Roméo et Juliette, c'est la passion, hein, c'est l'amour qui brûle, l'amour qui consume. Vous pourriez mourir d'amour? Ah oui, 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 définitivement. Oui. Définitivement.
Vous ne dansez pas, Benjamin Millepied, quand vous entendez cet extrait de la musique de Prokofiev. Vous restez bien en place. Oui, 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 non, non, mais c'est une partition vraiment, vraiment étonnante, qui a tellement de tension, et des mélodies, une orchestration absolument phénoménale, des sons inattendus qui se croisent et se décroisent. Et en fait, j'ai appris à l'aimer presque enfin, la redécouvrir et à l'aimer presque pour la première fois. Parce que je l'avais tellement entendu que je m'en lassais. Et d'avoir envie de la rechorégraphier, d'imaginer ce projet, d'avoir ces visions cinématographiques et de finalement me lancer dedans, ça a été un pur bonheur. C'était très facile. Toutes les danses de groupe, tous les rythmes sont extrêmement dansants. Vous l'aviez tellement entendu, mais vous aviez déjà dansé dessus? J'avais jamais dansé Roméo et Juliette. Non, 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 non. Non, j'ai jamais eu l'occasion. Donc vous l'écoutiez, Oui, pour vous. oui, oui. Mais Surtout, j'avais vu des ballets, des versions différentes. typiquement, cet extrait de l'introduction de la partition de Prokofiev, comment elle guide la composition pour vous de la chorégraphie? Dans cette partie qu'on vient d'entendre, ça implique quoi? Ça induit Bah, quoi? Le geste long? Une sorte de lenteur, d'étirement? c'est pour moi une ouverture qui annonce la tragédie. Déjà, je pense que on sait déjà que ça va mal se terminer quand on entend cette ouverture. Et si j'y pense de manière chorégraphique, c'est toujours une association du mouvement dans l'espace qui vient non pas prendre le dessus sur la musique, mais qui va faire en sorte qu'on va l'entendre encore mieux, que le spectateur va l'entendre encore mieux. Donc c'est toujours important c'est vraiment c'est un tout, c'est d'associer le corps en mouvement à la musique et que ce soit pas qu'on soit pas indulgent dans sa chorégraphie et d'être peut-être de prendre trop de place, d'arriver à bien sûr créer des choses qui suscitent l'intérêt, mais que ça soit un tout, que l'expérience du spectateur soit en fait se dissocie pas du tout ce qu'il est en train de regarder de la musique, que ce soit une expérience, une seule expérience. Et là, vous vous autorisez aussi à bousculer un peu la partition. Bien sûr. Oui, oui, je me le permets et c'est toujours très difficile et c'est pas parfait d'ailleurs. Et je pense que je travaillerai un petit peu plus parce qu'à partir du moment où on commence à déconstruire, à prendre des morceaux et les mettre, bien, tout est dans l'ordre, il n'y a rien qui est dans le désordre, mais effectivement, il y a des passages qui, je pense, pourraient être plus fluides musicalement de l'un à l'autre. J'aime beaucoup quand certains chorégraphes ont fait comme ça des associations de musique, comme par exemple Balanchine a mis le dernier mouvement de Sérénade en premier, où il a mis un morceau de La Belle au bois dormant dans Casse-Noisette. Il l'a fait avec tellement de génie qu'on ne peut même pas imaginer les choses autrement. Là, pour le coup, Roméo et Juliette, je pense que il y a encore un petit peu de travail dans ma sélection, dans l'ordre, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je le fais toujours avec beaucoup de respect. Je l'ai fait avec Chopin, je l'ai fait avec... c'est toujours des choix qui sont extrêmement importants, de savoir comment on passe d'un moment à l'autre. C'est le cas, de toute façon, c'est quelque chose, on est concerné par ça tout le temps, les transitions. Je dis beaucoup maintenant que les transitions sont plus importantes que ce qui se passe finalement, les choses centrales, c'est-à-dire que les idées fortes, les moments de chorégraphie, peut-être qu'on a l'impression qu'ils sont les plus virtuoses, qu'on voit au milieu, et que c'est une chose, mais comment on passe d'un moment à l'autre, comment les danseurs quittent la scène pour amener une autre danse, comment un moment de groupe passe à un autre, les transitions, c'est ce qu'il y a de plus important. Et bien sûr, pour la musique, comment l'oreille du spectateur va passer d'un moment de la partition à un autre. Il fallait vous parler de musique pour que vos mains commencent à danser finalement. En quoi les deux sont totalement indissociables pour vous, la danse et la musique? Aussi dans votre rapport à la danse peut-être et dans votre histoire. Non, effectivement, oui, c'est indissociable, à part quand j'écoute des partitions qui me semblent inchorégraphiables. Ça existe? Bien sûr, il y a des partitions à pas toucher. Il y a des partitions qui laissent pas la place au mouvement. C'est Exemple. rare. Non, mais par exemple, c'est vrai qu'il y a, enfin, en tout cas, moi, c'est peut-être parce que j'ai peut-être pas la vision. Je pense au sac du printemps. On va dire Pina, le sac de Pina est le seul
Je veux dire, qui arrive un peu à la hauteur et encore, c'est vraiment une chorégraphie monumentale, mais il y a des partitions comme ça qui sont... il faut juste écouter la musique. Il n'y a pas de place, il n'y a pas besoin de danse, et la danse et le corps, le mouvement, le langage de corps va rien amener de plus. Mais effectivement, j'écoute énormément de musique, et la musique appelle au mouvement de groupe et à l'émotion, et c'est quelque chose la musique en soi seule me donne énormément de plaisir. Aujourd'hui, j'ai écouté l'art de la fugue toute la matinée, par exemple, dans des versions différentes. Sur ce film qui avait été fait de vous, sur vous aussi, pendant votre période Opéra de Paris, on vous voit en permanence avec la musique dans les oreilles, en train de noter, d'écrire, et que tout se passe aussi beaucoup ainsi, comme ça, en musique. Quelle est du coup votre définition de la danse, Benjamin Millepied ? Je pense que c'est vraiment un geste d'expression humaine, sans les mots. Mais c'est un langage qui dit des choses. On peut même, je pense souvent, c'est marrant parce que je le dissociais ce matin, j'écoutais le clavier bien tempéré et l'art de la fugue, et à quel point le clavier bien tempéré, les quelques premiers mouvements, on a vraiment l'impression que Bach vous parle. On a l'impression que c'est des mots. J'entends des mots, j'entends des émotions très précises. Et l'art de la fugue, j'aime parce qu'il y a la place pour les mots. J'adore parce que finalement, c'est moins émotionnel. Et la danse est un langage. Ce qui m'intéresse, c'est les danseurs, c'est chaque danseur qui a son langage et qui va s'exprimer ce qu'il a de plus profond, de plus vrai, de plus sincère en lui-même, à un public, et s'exprimer à lui-même aussi. Et c'est un art où on a vraiment besoin de... Je pense qu'il y a même beaucoup de danseurs on apprend à se connaître à travers la danse, on apprend à se connaître à travers le mouvement, parce qu'il faut, pour arriver à être un grand danseur, une forme de pureté, une forme de lâcher prise, et une spontanéité, où on arrive à une essence très pure et très vraie de l'expression humaine. Ça, c'est assez magique. Vous avez retrouvé, et vous évoquiez vos danseurs à l'instant, vous avez retrouvé votre compagnie que vous avez créée il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes totalement avec elle, entouré par vos danseurs. On imagine la force que ça peut apporter, la force du cocon aussi pour un chorégraphe qui évolue en terrain connu. Mais comment on se les choisit, ces danseurs ? Comment on les choisit ? Est-ce qu'ils viennent à vous ? Est-ce que vous allez les chercher ? Ils viennent à nous. Oui. J'ai pas un processus. On fait de grandes auditions, mais on a la porte ouverte. C'est-à-dire que les danseurs qui ont envie, qui s'intéressent à la compagnie, nous écrivent et viennent auditionner. Et je dis toujours, je passe beaucoup plus de temps à discuter avec eux que de les regarder danser. En fait, souvent, c'est un peu une blague. Je les regarde danser 30 secondes, parce qu'en 30 secondes, je sais déjà s'ils sont merveilleux ou pas. Et après, j'ai envie de les connaître, j'ai envie vraiment de les connaître, savoir qui ils sont, avec ce qui les intéresse, pourquoi ils viennent, pourquoi. Et ensuite, j'ai un rapport qui est particulier avec eux parce que j'ai renié tout de suite cette idée qui est la position souvent des chorégraphes dans les compagnies, c'est-à-dire un aspect presque culte d'être comme un papa, d'avoir comme ça, où le danseur a constamment besoin du regard du chorégraphe et que ça lui soit renvoyé, de savoir ce que le chorégraphe pense. Mais d'autant plus que vous avez eu vos propres papas qui ont Oui, compté pour non, mais vous c'est pour aussi, ça, que ce soit Jérôme Robbins, Peter Martins, que ce soit Philippe Cohen aussi, qui vous a réellement trouvé, déniché, et à qui on peut rendre hommage. Il est décédé l'été dernier, il était passé par Lyon, le conservatoire où vous avez fait vos débuts, puis le Grand Théâtre de Genève notamment. Oui, mais l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux danseurs qu'il est déjà totalement apprécié, aimé quand il arrive en studio. Et l'idée, c'est vraiment qu'il s'enrichisse et de lui donner cette indépendance en fait dès le début. Et c'est vrai que Jérôme Robbins, en tout cas, lui n'avait pas il avait un rapport très sain avec nous. Il était dur, mais il avait un rapport très sain. Il n'était pas du tout dans une
mécanique comme ça de father figure, de père. Philippe Cohen, je suis ravi d'en parler parce que c'est quelqu'un qui était un très grand directeur d'école. Et j'ai eu la chance d'arriver au conservatoire à l'âge de 13 ans, très jeune. Peut-être que d'autres directeurs ne m'auraient pas pris dans l'école. Lui, il a insisté pour me prendre au conservatoire supérieur à Lyon. Et j'étais ravi. J'ai eu, grâce à lui, de très grands professeurs, un cursus magnifique. J'étais exposé à la musique, à l'art contemporain. On nous a appris à être curieux. C'était absolument merveilleux. Et ça, c'est vraiment une influence d'une vie. Enfin, je veux dire, d'avoir des gens de qualité qui avaient vraiment des choses à offrir. On ne se rend pas forcément compte à ce moment-là, mais c'est avec le temps que je le remercie. Et le Conservatoire de Lyon, parce que c'était vraiment une chance. En fait, en arrivant à New York, par ailleurs, l'école était totalement vide de culture. On avait des cours de danse et on n'avait rien d'autre alors qu'on était à New York. Et c'était choquant parce que j'avais justement eu tellement d'opportunités à m'enrichir à Lyon. Et ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé parce que j'ai continué à être curieux et je suis allé à l'opéra, je suis allé voir des concerts, je suis allé au théâtre, voilà. Et puis j'ai rencontré Robbins et Robbins, au-delà de travail que je faisais avec lui en studio, des fois il m'emmenait aussi voir des spectacles et ça je le dois beaucoup à cette éducation que j'ai eue au conservatoire. L'Opéra de Paris, cette direction du ballet où vous êtes passé, j'évoquais tout à l'heure le documentaire qui vous était consacré, relève de Thierry de Mézières et Alban Turlet. L'Opéra de Paris, au final, quand vous y repensez, qu'est-ce qui a péché ? Trop jeune ? Trop de danseurs ? Trop de contraintes ? Non, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que Stéphane Lissner m'a donné une chance gigantesque de diriger ce ballet. Et vous l'avez C'était saisi ? C'était un rêve. Je suis arrivé avec avec des envies importantes de changements, de changements qui étaient nécessaires, que ce soit dans la programmation et dans la vie des danseurs à mon goût. Voilà, à la fin, on n'a que, je veux dire, son goût et qui est tout pour moi. Je ne peux me faire que des choses auxquelles je crois et que je peux défendre. Et j'ai énormément appris parce que c'était aussi une vraie réflexion de savoir comment on prend une institution qui est au début de l'histoire du ballet et qu'est-ce qu'on fait avec le ballet et comment on le modernise. Je parle de la danse classique, comment est-ce qu'on va créer des ballets d'aujourd'hui quand on a une école qui apprend la danse classique au plus haut niveau, on a les danseurs de plus haut niveau et ça c'est quelque chose de très important. On peut pas simplement, c'est très bien de faire des grands chorégraphes contemporains, mais qu'est-ce qu'on fait des pointes et comment est-ce qu'on va continuer à créer avec le ballet classique. Après, c'était finalement, pour moi, dans ce que j'entends quand je pense à ce rôle de directeur, à ce rôle de chorégraphe, ce rôle d'artiste, ce partage qu'on doit avoir avec les danseurs, cette institution était m'emmenait trop loin des choses qui me semblaient vraiment chères en tant qu'artiste et même en tant que ce que je voulais partager avec les danseurs. J'avais effectivement des contraintes, des choses qui font que je me suis rendu compte que c'était pas la place qu'il me fallait et c'était la bonne décision. J'ai eu par ailleurs par la suite assez rapidement quand je suis rentré aux États-Unis la possibilité de revenir vers une compagnie de ballet et c'était évident que c'était pas quelque chose qu'il fallait que je retente. Mais garder comme ça cette espèce de garder Alley Dance Project où on crée tous les jours parce qu'on est en train de créer une organisation même après 10 ans et elle continue à évoluer, à se transformer et c'est tellement important aujourd'hui. Je dirais même, c'est peut-être plus important quand on voit toutes les complications, les difficultés que la culture a, de trouver du public, on est face à des challenges énormes et d'avoir une organisation où on peut inventer la compagnie d'aujourd'hui et de demain qui peut faire face à tous ces problèmes et continuer à célébrer la culture et la danse, la musique. Et là, depuis, vous n'arrêtez plus. Vous rattrapez réellement le temps perdu. On en viendrait à se demander même après quoi vous courez réellement. Benjamin Millepied, Be Here Now sera bientôt donné au Châtelet, à Paris.
la nécessité d'être peut-être les deux pieds dans son époque, comme vous le disiez en ouverture de cette discussion autour de Roméo et Juliette, de vivre à fond le moment présent. Et puis, il y a aussi ces envies de réalisation qu'on évoquait, que Black Swan, que vous avez chorégraphié, le film, vous a probablement donné l'envie de passer derrière la caméra. Il y a déjà beaucoup de vidéos aussi dans Roméo et Juliette. Pour ce premier long métrage, vous avez choisi, on le disait, Carmen, inspiré de la partition de Bizet cette fois, avec, on imagine aussi des influences de comédie musicale. Et cette autre héroïne à libérer de son carcan et de ses chaînes. Il y a dans ces projets ce que vous portez au Châtelet, ce que vous porterez au Théâtre de la Ville, ce que vous portez au cinéma, tout ce qui vous a manqué dans ces dernières années-là. Oui, c'est effectivement, d'abord, imaginer réaliser un film, c'était le premier, donc il y avait aussi j'ai assez de respect pour la chorégraphie. Je sais que le savoir-faire, c'est quelque chose qui se cultive et qui se travaille, et que j'ai travaillé depuis 20 ans. Dire on va faire un film, avant tout faire un film, c'était aussi vraiment apprendre à faire un film avant de le faire, et avoir un certain savoir-faire en arrivant sur le tournage. Et ça, c'était extrêmement passionnant, parce que j'ai besoin de m'enrichir, j'ai besoin de... Et puis bon, après, le cinéma, c'est tous les arts qui rassemblés, qui me passionnent. C'est la photographie, c'est le mouvement, c'est la lumière, c'est la musique aussi, parce que la musique a une place très importante dans Carmen. Effectivement, c'est être un artiste avant tout. C'était ça aussi qui était l'Opéra de Paris, c'est-à-dire voilà, je veux me consacrer à mon art et pouvoir m'exprimer dans les années à venir avec les sujets, les envies qui me passionnent. Eh bien, nous aussi, dans la deuxième partie de l'émission, dans le Book Club, avec Sébastien Thème. Bonjour. Bonjour Olivia. Ces deux figures féminines Absolument, qu'on va libérer. Des sorcières et des vieilles filles au cœur de notre Book Club aujourd'hui, à l'occasion de l'apparition de l'essai de Marie Coq, Vieille fille, et l'adaptation au théâtre du best-seller de Mona Chollet, Les sorcières. On vous a posté une citation de l'introduction du livre à laquelle vous pouvez encore réagir via le hashtag Book Club Culture, Olivia. Et non, vous ne la dites pas? C'est un peu long, je pense. Non. Okay. Alors, bon, d'accord. Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Très bien, on y réagit tout à l'heure. Merci beaucoup, Sébastien. À tout de suite. Rendez-vous dans 20 minutes. Merci 1000 fois, Benjamin Millepied, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Quelques jours encore, Roméo et Juliette à la scène musicale à Paris. Et puis, la suite de ces projets à voir prochainement au Châtelet, au Théâtre de la Ville. Ces deux pièces de vous, Be Here Now et Everyone Keeps Me. Pardon pour mon accent. Merci.